La Banque de France qui va donc remonter, et c'est une bonne nouvelle, sa prévision de croissance, à la fois pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Malgré les incertitudes politiques, l'économie française résiste, c'est ce que nous dit la résilience de l'économie française sur les propos de la Banque de France. C'est vraiment une réalité parce que si on regarde juste la demande intérieure, et notamment la consommation, c'est quand même mollasson tout ça. Disons qu'il y a des signaux qui sont plutôt, positifs par rapport à l'environnement. C'est pas dans l'absolu, c'est pas terrible, mais en relatif, on s'en sort pas si mal. C'est-à-dire que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a un an, un peu plus d'un an, au moment de la dissolution, les censures du budget Barnier, enfin voilà, tous les allers-retours politiques qu'on a connus. On parlait déjà de récession, on pensait à la Voilà, il y a un certain nombre de personnes importantes. Non, mais par exemple, le patron de MEDEF qui a parlé de récession à ce moment-là. En réalité, l'économie française va pas bien, mais elle n'a pas sombré. Et c'est ça, en fait, la bonne nouvelle. Au fond, on a une croissance sur 2025 qui devrait être autour de 0,8%. Si on regarde ce qu'on appelle des glissements annuels, on est plutôt à 0,9%. C'est un peu moins bien que la moyenne de la zone euro, qui est quand même à 1,3. Donc on est quand même un peu moins bien que la zone euro, mais on fait mieux sur un an que l'Allemagne, l'Italie ou la Finlande, par exemple. Donc on n'est pas, autant d'un point de vue budgétaire, on est plutôt les derniers de la classe. Sur la croissance, c'est quand même un peu moins le cas. Et la bonne surprise, elle vient du troisième trimestre. On a eu 0,5% de croissance. Ouais. Mais quand on gratte un peu, il n'y a pas... Mais c'est beaucoup tiré par des phénomènes un peu exceptionnels de rebond des exports avec l'aéronautique, du déstockage. Bon, mais on prend, parce que 0,5%, pour le coup, c'est le meilleur chiffre avec l'Espagne et le Portugal. Et là, effectivement, ça a été... Est-ce que c'est de la bonne croissance? Est-ce que c'est pas de la conso? Il n'y a jamais de pas très mauvais... c'est pas... Les exportations, c'est pas une mauvaise croissance. Mais est-ce que c'est durable? C'est plutôt là-dessus où il faut être prudent. Ce que montrent les indicateurs de la Banque de France, c'est qu'on devrait avoir une croissance modeste, mais une croissance positive au quatrième trimestre. Alors oui, tiens, ils disent quoi les indicateurs? 0,2. 0,2. Parce que ce que nous dit le gouverneur, on aura la révision à la hausse le 19 décembre, mais elle a été préannoncée par le gouverneur Villeroy de Galhau. Une prévision qui sera un peu relevée. Un peu, c'est quoi? C'est 0,1 point, 0,1. Alors, oui, ça sera. Oui, alors là, on joue effectivement sur l'épaisseur du trait. À mon avis, on sera autour de 1. Nous, c'est pas notre cas, à l'OFCE. 1% de croissance. Nous, on reste à 0,7 pour le moment, pour 2026. Pardon. Non, parce que 2025, c'est joué. 2025 sera 0,8, 0,9 max. Voilà, la fourchette, donc 0,8, 0,9. La question maintenant, c'est 2026. Bon, la Banque de France est à combien? Elle était à 0,9. Sur 2026? Elle était à 0,9 et le gouverneur a parlé d'une révision à la hausse, qui sera à mon avis légère, donc ça serait autour de 1%. C'est un peu rapide moi je trouve que pour annoncer ça, parce que en réalité, la prévision de 2026, bon, le contexte économique, on le connaît, il n'y a pas eu de surprise très positive quand même. Bon, on a quand même a priori un budget de la Sécu. Je veux dire. Ça c'est la bonne nouvelle, mais on n'a pas voté encore le budget de l'État. On va voir ce qu'il va contenir quand même le budget de l'État, premièrement. Est-ce qu'il sera validé ou pas, parce qu'il y a aussi cette question, on n'est pas sûr absolument d'avoir un budget. L'exploit réussi sur le budget. Soit reconduit par ailleurs, et puis après, qu'est-ce qu'il peut contenir comme mesure d'ajustement budgétaire ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a la gestion de l'incertitude qui peut être encore importante. On a des municipales, on a un certain nombre d'éléments. Et cette incertitude va peser comme sur les comportements. Et vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est que... Soulevé qui? Vous avez soulevé l'incertitude oui. Et les conséquences de l'incertitude à travers la consommation. C'est le problème qu'on a, c'est qu'on a des ménages qui sont très très prudents et qui épargnent beaucoup. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'épargne en France. La mauvaise, c'est que la consommation est très inerte et qu'on ne voit pas vraiment les leviers qui font que ça pourrait repartir fortement vu le contexte. Et je rappelle juste, la consommation des ménages, c'est plus de 50% du PIB. Et ça fait 1% de croissance? Non. Et voilà. Et donc, du coup, si vous n'avez pas un rebond de la consommation, ça va être très compliqué. Moi, je vois mal aujourd'hui un rebond aussi de l'investissement des entreprises dans ce contexte-là. Donc, c'est quoi les canaux, en fait, qui permettent d'arriver à 1%, même si, une fois de plus, il faut prendre ce qui est bon à prendre, c'est-à-dire qu'on a eu plutôt des bonnes nouvelles récemment, en tout cas des meilleures nouvelles que ce qu'on attendait. Ouais. Avec une incertitude à la fois politique et géopolitique qui a été évaluée par le gouvernement de la Banque de France à 0,5 points de croissance par an. On se dit que c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Quand même. On est dans les ordres de grandeur à peu près équivalents à l'OFCE, avec quelque chose qui est quand même assez nouveau, c'est-à-dire que l'incertitude géopolitique, initialement, elle commence très fortement avec la guerre en Ukraine. Qu'on voit sur
bien sûr les prix de l'énergie, mais effectivement, y compris sur l'organisation des chaînes de production. Et en fait, on va l'avoir beaucoup en 2022-2023. Il y a aussi la réélection de Donald Trump, qui change quand même aussi la donne internationale. Donc ça joue effectivement sur les comportements. Mais la nouveauté, et ce qu'on voit, c'est que la transition, c'est surtout à partir de 2025, c'est le fait que l'incertitude n'est plus tellement internationale, elle est maintenant nationale. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est que l'incertitude aujourd'hui économique, elle est plus nationale qu'internationale. Et elle nous coûte combien de points? 0,3, 0,4 Nous, sur 2025, on est à 0,4 points de PIB. Donc on aurait pas fait 0,8 de croissance. Voilà, vous rajoutez 0,4 points, c'est-à-dire il y a des comportements de prudence. La moyenne de la zone euro. On serait dans la moyenne de la zone euro, et 26, alors ça nécessite un peu de faire de la prévision autour de l'évolution de l'incertitude, on a un effet de 0,3 points de PIB. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos estimations disent que sur 2 ans, on a un manque à gagner de 0,7 points de PIB. C'est énorme. C'est 20 milliards. Bah ouais. Mais c'est extrêmement conséquent. Ah ouais, on est d'accord. C'est extrêmement conséquent. Mais d'où la nécessité de retrouver une forme de stabilité pour rassurer les anticipations, pour faire que les ménages épargnent moins, consomment plus, que les entreprises investissent plus et embauchent plus. Qui ont un petit peu, consommateurs, citoyens qui ont un peu moins épargné. Sur les derniers chiffres qu'on a. Oui, mais on reste à 18,5. On reste colossal. Je vous donne juste quelques chiffres. Pour la première fois, l'épargne financière en France a dépassé, le taux d'épargne financière a dépassé celui de l'Allemagne, qui était considéré comme les champions du monde de l'épargne. Donc on n'a jamais mis autant de côté. En France, sur l'année 2025, l'épargne globale, en France, ça va être autour de 350 milliards. En 2019, c'était 220. Donc, une fois de plus, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça permet de solidifier la situation financière française, c'est-à-dire qu'on a des déficits, mais on a de l'épargne. Par contre, cette épargne reflète aussi une forme d'inquiétude et d'incertitude. Et tant qu'on ne lève pas cette super prudence, on risque de rester avec des niveaux d'épargne importants et donc une consommation qui reste à tonne, quoi. Quand on dit on épargne 350 milliards, je me demande toujours qui est le on, parce que moi je ne me sens pas concerné. Vous en faites partie pourtant. Sérieusement, où est cette épargne? Alors elle est financière. Elle n'est pas immobilière en plus. Financière, elle est où? Elle est sur les livrets, elle est sur l'assurance vie. Vous voyez un gonflement en fait de l'épargne financière. Le calcul, c'est que la surépargne financière, c'est pas l'épargne, mais le supplément d'épargne financière qu'on a aujourd'hui par rapport au pré-Covid, qui était un peu la situation de référence, est quasiment de 90 milliards par an qu'on met de plus de côté sur des placements financiers. Donc ça peut être des dépôts courants, comme des livrets, comme de l'assurance vie, comme des actions. On voit que c'est beaucoup assurance vie et livret en fait. Sébastien Lecornu, justement, qui juge possible de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, d'ici la fin d'année. Le vote du budget de la Sécu lui donne un peu de crédit, même si ce n'est pas tout à fait la même histoire, le budget, parce qu'on sait la connotation politique que ça a, le budget. Mais bon, voilà, certains disent qu'on est peut-être sur une voie de stabilisation politique. Alors, c'est un vrai... ça va être une grande question, parce que moi, j'aurais tendance à dire, d'abord, il vaut mieux quand même avoir un budget, même s'il n'est pas parfait, voire même peut être critiquable, que pas de budget du tout. C'est discutable. C'est discutable, oui, mais c'est le coût, en fait. Agnès Verdier-Molinier m'a dit alors moi, je pense qu'au fond, de ne pas avoir de budget, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous passez par une loi spéciale, mais qui n'est pas faite pour durer. Et c'est quoi la suite, en fait, des événements? Et donc, il ne faut pas croire qu'on peut vivre avec une loi spéciale. Donc, de toute façon, il faudra un budget à un moment donné. Si vous ne l'avez pas là, je ne crois pas que vous l'aurez dans 2 mois. Donc, y compris pour rassurer... Les discussions sur le budget de l'État peuvent se poursuivre en janvier au Sénat et à l'Assemblée. Nous a dit, mais parvenir à un accord, vous repartez de quelle copie? La porte-parole du gouvernement. Non, mais soit on dit, effectivement, on gagne du temps, 1 mois ou 2 pour se mettre d'accord, et ça peut être OK. Soit il y a un blocage politique total, et que la loi spéciale reflète ce blocage politique, mais c'est quoi la sortie de tout ça? C'est quoi l'issue? Ce que je veux dire, c'est que, comme on vient de le dire, le problème, c'est de donner un peu de perspective, et quitte à renvoyer, c'est vrai, on met un peu la poussière sous le tapis, on ne va pas se mentir, c'est qu'on renvoie le débat à 2027 sur les ajustements budgétaires à faire. Pourquoi c'est une catastrophe d'une part de budget? Je ne comprends pas, parce que la loi spéciale peut durer... Non, elle n'est pas faite pour durer, elle est faite pour gérer la transition. C'est-à-dire que la loi spéciale, d'abord, elle ne permet pas du tout de contrôler la dépense sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas le budget. On collecte l'impôt. Vous collectez l'impôt, mais vous avez une enveloppe... Oui. Au niveau de l'année d'avant. D'accord, mais en fait... C'est pas dramatique, non? Non, mais pour 1 mois ou 2 mois. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'effort de défense, vous faites comment? Sur les 6 milliards d'euros de plus. Les 6 milliards, voilà, vous ne pouvez pas le faire. Si vous restez sur toute l'année, cette enveloppe-là, elle ne va pas mécaniquement s'ajuster. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix politiques pour la respecter.
Si vous ne l'avez plus, vous arrivez avec un problème, c'est comment vous financez justement un certain nombre de dépenses. En fait, ce non-choix ne permet pas de répartir correctement l'effort. Et ça ne réduit pas le déficit public, contrairement à ce qu'on dit. Ça ne réduit pas le déficit public parce que c'est sur le budget de l'État, mais ça ne contrôle ni le budget des collectivités locales, ni le budget de la Sécu. Donc, c'est une fausse bonne idée. Par contre, et c'est à mon avis là le débat qu'on va avoir sur le budget de l'État, c'est que le grain à moudre budgétaire, il a été donné beaucoup sur le côté social. C'est-à-dire qu'il y a eu des renoncements sur, par exemple, le gel des pensions de retraite, sur les franchises médicales. On voit qu'on a un dépassement de 6 à 7 milliards budgétaires du côté de la Sécu par rapport à ce qui était l'ambition initiale. Et donc ça veut dire que si le gouvernement veut essayer de maintenir son objectif de déficit par à 4,7, mais même à 5, il va falloir avoir un budget de l'État assez rigoureux. C'est-à-dire prendre des mesures assez dures, à la fois sur la dépense, mais aussi, et ça on va s'y attendre, sur des mesures fiscales nouvelles. Ouais. Après, le ministre de l'économie, Roland Lescure, il nous dit souhaiter toujours, puisqu'on parle du déficit public, qu'on soit à 5% et pas au-dessus. Mais même 5%, je parle sous votre contrôle, c'est pas gagné. Il faut rappeler, on en a parlé hier déjà, qu'il faut pour l'État trouver 4,5 milliards d'euros de plus, conséquence du transfert d'une partie du déficit de la Sécu. Patate chaude a été donnée à l'État. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que faire des transferts, ok, on peut regarder le budget de l'État d'un côté, le budget de la Sécu, mais en fait, quand on parle de déficit public, c'est l'ensemble des entités publiques. Donc, si on réduit le déficit de la Sécu parce que l'État subventionne la Sécu, en fait, vous réduisez le déficit de la Sécu, mais vous augmentez le déficit de l'État. Oui. Et donc, c'est ça la logique du déficit public et des critères qu'on appelait de Maastricht, c'est que vous prenez l'ensemble, l'agrégat, la consolidation globale des finances publiques. Donc ces effets de transfert ne jouent pas sur le déficit complet, mais là, il faudra bien payer. Voilà, il faudra bien payer. Moi, je pense qu'on est plutôt aujourd'hui dans une optique de savoir, le 5 me semble très compliqué à atteindre. En déficit public. En déficit public, sachant qu'on est... Alors peut-être on aura une bonne surprise sur 2025, peut-être le déficit pourrait être un peu plus bas que les 5,4, mais imaginons que ce soit 5,4. Le 5 est très compliqué, ça pas, les 0,4 points de PIB de moins, à mon avis, vont être difficiles à atteindre. Même, j'allais dire, la question c'est est-ce qu'on sera capable Non. de baisser le déficit en 2026. Et en même temps, si on ne le baisse pas, ça permet aussi, on finit là-dessus, à l'économie française de mieux résister. Ou pas? Ça dépend des mesures que vous prenez ou pas. Si vous avez moins d'ajustements budgétaires durs, effectivement, c'est moins récessif, donc il y a moins d'effet sur la croissance. Après, c'est la question du message envoyé. C'est-à-dire que si vous considérez que cet ajustement qui n'est pas fait va devoir être fait coûte que coûte plus tard, avec peut-être encore plus de mesures, avec des mesures plus difficiles ou plus radicales, parce que effectivement, vous prenez du retard dans l'ajustement budgétaire. Je rappelle juste qu'on a, vis-à-vis de nos partenaires européens, on s'est engagé à ramener le déficit public en dessous de 3% d'ici 2029. Donc, l'idée, c'est de faire un petit bout du chemin chaque année. 5,4 pour passer à 3, ça fait 2,4. Ça fait 2,4. C'est un peu plus de ces 2,5 qu'il faut trouver. En gros, ça fait 75 milliards. Mais ça, c'est sans la hausse de charges d'intérêt. Vous prenez à peu près un demi-point de PIB supplémentaire. On n'y sera pas. Et l'effort de défense qu'il faut financer, je ne parle pas de la transition. Donc il y a une centaine de milliards à trouver, en gros. Et donc l'idée, c'est de l'espacer progressivement. Si vous renoncez à cet effort sur 2026, ça veut dire qu'il faudra faire plus d'efforts après. Mathieu, en 10 secondes, l'économie française, est-ce qu'elle résiste vraiment? C'est la question qu'on se pose depuis le début. On répond quoi? Oui, moi je dis bonne surprise, ça veut dire qu'il y a quand même une résilience de l'économie française, ça c'est plutôt rassurant, mais attention aussi, au bout d'un moment, ça peut s'éroder, parce qu'au fond, on peut résister à un moment, mais si on n'a pas de perspective d'avenir et pas de budget très constructif, au bout d'un moment, ça peut nous étouffer quand même. Allez, merci beaucoup. Explication de point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.